malaise. My heart is filled with gladness, and the only spirit that I crave. Oh, I Je suis Vincent Vallière. some sunshine. Oh, I Vincent Vallière. L'autre fois, j'ai vu une histoire bien touchante sur la grande guignolée des médias.com. C'est comme une légende qui parle de récolteux de fierté qui se mettent ensemble pour faire disparaître le visage de la faim. C'est ce qui m'a convaincu de devenir moi aussi un récolteux de fierté pour la grande guignolée des médias. Jusqu'au 24 décembre, donnez au 1-866-908-9090 ou apportez vos dons en denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo, Maxi, Loblaws ou à la Banque Laurentienne. Sport Direct, l'endroit branché où tous les événements sportifs sont diffusés sur grand écran. C'est l'endroit idéal pour fêter en groupe. Menu varié qui plaira à tous et les meilleurs prix en ville. Venez nous voir au cœur de Montréal, au métro Berry-UQAM, près de la station des sports. Sport Direct, 862 Sainte-Catherine-Est. Oh, Mad Dog don't have no farm no more. We real cool. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Décidérez avec mon oncle Serge. Si! Tabarnak! Des boules pour venir dessus! Un cul pour venir dedans! Bignol qui envale! Ça, c'est la femme! Un petit ventre plat! Un petit cul pas large! À s'habille pas sur additionnel! Ça, c'est la femme! Tu te touffes ben trimé ou raser ben sa peau! Hostie que c'est beau! Ça, c'est la femme! Pas trop jeune, j'suis pas un pédo! Là faut pas qu'elle soit trop vieille! Entre 16 pis 22! Ça, c'est la femme! Oh bébé, laisse-moi être ton gros nounours. Mets une chaîne autour de mon cou, puis emmène-moi tout partout. Oh bébé, pense pas que mon père le tigre. Je sais que ça te fatigue, ça jouera plus les tigres. Laisse-moi être ton kangourou. J'ai une poche biche saute. Tu peux mettre la barre haute. Oh bébé, laisse-moi être ton gros bidou. Bébé, j'aime ça quand tu me flattes. Ça fait que je lève la patate. Enfin des soirées, souvent se crée sa poêle. C'est une fille de party. C'est de la femme. Elle aime ça les hommes. Oh, elle se pogne bien des gars. Même si elle est chum. C'est de la femme. Elle aime ça baiser à toi avec une chum de fille. C'est qui est mal de gars. C'est de la femme. Elle aime ça secondaire 3. Elle a fini son bac. Oh, on s'en tabarnak. C'est de la femme. Des boules pour venir dessus. Un cul pour venir dedans. Pignol, cavale. Ça, c'est de la femme. C'est de la Bravo, fait qu'on va vraiment se faire canceller. Ok, voilà, on voulait recevoir le gars qui l'interprète dans Dédé à travers les brumes, mais on sait pas c'est qui, alors on a l'original à la place, mon oncle Serge. Comment il va? Salut, ça va bien? Ouais, c'est de la belle chanson, ça.
Écoute, tu m'arraches les mots de la bouche. Oui, ben, je sais bien. On a aussi Nicolas, Judith, Maxo, vous êtes prêts? Oui. Oui, ben voilà, c'est ça. Alors, c'était la pièce titre de ton dernier album qui sort aujourd'hui, je me trompe pas? Oui, c'est ça. Donc, l'album, ça, c'est de la femme. Donc, je suis mon oncle Serge. Salut, ça va? Présenter. Parce que oui. Oui, Je d'accord. pense, je suis plus sûr, ouais, j'avoue. En tout cas, ben voilà. Alors, le CD est dans les magasins aujourd'hui. Puis hier, c'était mon lancement à Montréal. Et puis demain, je fais mon lancement à Québec. Là. Donc, je suis dans l'espèce de blitz promotionnel entourant la sortie. Oui, dans la tempête médiatique. Ouais, tempête, on a vu pire. Là. Disons que Ouais, l'hiver approche. je fais ma job de promotion. Là. Ouais, c'est le fun. Oui, j'aime ça, faire ça. Ouais? C'est, ouais. C'est en général, moi, écoute, j'ai travaillé, par exemple, le projet, ça, c'est de la femme, là, le projet qui s'appelait pas comme ça au départ, là, il n'y avait pas de nom. En fait, le projet, ça, c'est de la femme. Mais oui. C'est ça, mais disons, l'album, moi, ça fait 2 ans et demi que je travaille là-dessus, puis ça me donne l'occasion d'en parler, puis de revenir sur ce que j'ai fait, puis de réfléchir un petit peu sur ce que j'ai fait aussi, parce que en le faisant, je réfléchis pas trop. Ça paraît pas. Comment? Ça paraît pas beaucoup. Non, ouais, c'est ça. Mais ouais, non, quand même. Mais bon, ben c'est donc les 2 dernières années de mon oncle Serge, c'est dans les 11 pièces qu'on peut entendre ça un peu. Oui et non. Quand j'ai préparé cet album-là, j'hésitais entre faire un album acoustique et un album rock. Et puis, mon but premier, en fait, c'était de faire un album comme celui-là. Donc, j'ai finalement atteint mon but. Là. Ouais. Mais à travers l'écriture des chansons qui forment le CD, j'ai aussi fait à côté de ça des chansons acoustiques, de sorte que même jusqu'au mois d'août cette année, le scénario le plus probable, c'était que je sorte un album avec une espèce de moitié de tourne acoustique puis de moitié de tourne rock. Mais c'était un peu ça avant quand même, dans le temps de mon voyage au Canada, tout ça. Oui, c'est ça. Mais tu vois, sur mon voyage au Canada, il y avait quand même... Sorti le 11 septembre 2001, je tiens à le rappeler. Oui, exactement. Je me suis fait voler la vedette un petit peu. Un peu, hein? La tempête médiatique, c'était pas toi ce jour-là. Non, pas en tout. Non. L'album a bien marché, mais c'est pas parce qu'on en a parlé après le lancement. C'est un album culte avec Fourré, Maman Dion. Moi, je sais pas qui voit un culte à cet album-là. Des hosties de fuckés, là. Mais Maxime, lui, Maxime, t'aimes ça, toi? Pas de problème. Ouais, pas de trouble avec ça. Il y a quand même une marche entre aimer quelque chose puis vouer un culte. Ah, peut-être. Un culte comme des sectes, supposons. Oui, en tout cas, je pense pas avoir encore d'adorateurs, tu sais. J'ai peut-être des fans, là, mais je pense que c'est pas encore rendu. Il n'y a pas de sacrifice à ton nom, là, pas encore. Malheureusement, non, pas encore. Nicolas va en faire un. Des fois certains font le sacrifice de leur foi. Y a-tu des irréductibles qui sont là à toutes tes shows, comme ça, peut-être? Peut-être, non, pas à toutes, mais il y en a il y a des habitués que je reconnais. Ouais. Puis qui viennent très, très souvent. Ouais, ça, c'est... Il y en a qui se font faire signer les boules souvent. Hier, il y a une fille qui est venue se faire signer les seins après mon spectacle, elle m'a dit que c'était la 2e fois qu'elle venait. Regarde, tu vois, ça commence. Nicolas voulait se faire signer les boules, mais il était trop gêné pour le demander aussi. Ah oui, c'est une bonne chose. Mais il a fallu que je me rase aussi. Puis... Ouais, ça a arrêté. Mais en tout cas, peut-être tantôt, pendant le break. Sinon, moi, écoute, je peux te raconter, la première fois que je t'ai vu, en dehors évidemment des colocs, c'était quand tu avais joué... l'Argent Canadian Tire, la toune à Blackout à TQS. Oui. Ça a été déjà animé par Robert Gillet. Oui, fait que c'était t'entourais déjà de gens douteux à l'époque, un peu quand même. Oui. Non, c'est ça. Mais... Écoute, on le sait pas, peut-être que je suis entouré de gens douteux. Regarde, c'est ça, définitivement. Non, il n'y a aucun doute là-dessus. Non, c'est vrai. Écoute, s'il fallait que j'exclue les gens douteux de mon entourage, je serais pas mal tout seul. Non, on serait seul au monde. J'avais trouvé ça, il y avait une belle énergie. J'avais beaucoup aimé ça. Puis après ça, il y avait eu le clip de Marijuana, évidemment, que ça avait marché fort aussi. Ça, c'était très bon. Puis on s'est rencontrés une fois, en fait, je suis convaincu que tu t'en souviens, on s'était vu au Fouf, parce que j'étais allé au lancement du DVD, le premier DVD avec Anonymous, La Pâque satanique. J'étais allé là, puis j'étais allé pisser en même temps que toi. Puis là, j'étais vraiment fier de ça. Fait que là, je voulais te dire de quoi de drôle. Je disais, c'est mon oncle Serge. Puis là, je t'avais dit, je pisse à côté de mon oncle Serge. Puis là, tu m'as dit, ben oui. Mémorable. Ouais, tu vois que des grands souvenirs. J'ai pas toujours le sens de la répartie. Moi non plus. Fait que tu sais, c'est ça que ça avait donné. Après ça, je t'avais jasé 2 minutes après, puis à ce moment-là, tu avais mis la toune de José Lito Michaud sur ton site.
Puis c'était avant Serge Blanc d'Amérique. Puis là, je t'avais dit, tu pourrais la mettre comme en tune cachée. Puis là, c'est ça qui est arrivé finalement. Puis là, je me plais à dire ça au monde. Puis je me demande si j'ai eu un impact. Peut-être. Écoute, peut-être que inconsciemment, j'ai eu le souvenir Regarde, tu vois. de tes sages propos, puis que j'ai suivi ton conseil. Mais, je me savais que j'avais eu un impact. Ça peut te faire plaisir. ça me fait du bien. Il y avait une toune, je vais mettre un petit extrait de 30 secondes pour rappeler ça, pour la rappeler aux gens. Rien. Oui, je t'en prie. Oui, vas-y. Chez le camionneur qui broute son sandwich dans le casse-croûte à la sortie d'autoroute, rien. Chez le déneigeur aussi qui travaille toute la nuit à déblayer les sorties, rien. Chez le gars qui départage les bouteilles et les canages dans l'usine de recyclage, rien, rien, rien. Chez le camelot qui... Voilà, qui se trouve sur Serge Blanc d'Amérique. Cette tune-là, elle se démarque un peu du reste quand même. Elle se démarque beaucoup du reste. Oui, mais elle est très très bonne en fait. C'est une de mes préférées sur l'album, avec Requiem pour de la merde aussi, évidemment, qui est très bonne. Mais... Puis est-ce qu'il va y avoir d'autres chansons dans cet esprit-là, peut-être éventuellement, parce que c'est super réussi? Ben écoute, honnêtement, je suis pas très confortable dans le créneau des chansons plus sérieuses. Mais j'en fais un petit peu. Ouais. J'en fais très peu. Tu sais, celle-là est franchement sérieuse, rien. Parce qu'elle est poétique aussi, un peu. Oui, ben j'espère en tout cas. Puis, tu vois, j'en ai fait une autre que j'ai enregistrée là, au mois de mars cette année qui s'appelle L'homme qui ne voulait plus vivre, qui est vraiment dans cette. Mais c'est pas une. Elle a l'air le fun. Hein? Elle a l'air légère. Oui, ben c'est un peu dans le même esprit que cette chanson-là, plus de chansons nihilistes. Là. Fait que voilà, tu sais, j'en ai très peu fait des chansons comme ça parce que justement, je suis pas. Je suis pas, tu sais, quand je fais des chansons comiques, je suis plus confiant. C'est-à-dire, quand c'est. Je sais pas, je le sens plus. J'ai l'impression que j'ai plus de facilité. Puis comme interprète aussi, j'ai l'impression que je suis vraiment plus à l'aise dans ce créneau-là. Tandis que dans les chansons plus sérieuses, il faut vraiment que je sois très, très convaincu que c'est bon pour oser lancer la toune. Puis il y a aussi la question du contraste avec les autres morceaux qu'il y a à côté sur un album. Rien sur Serge Blanc d'Amérique. Bon, sur Serge Blanc d'Amérique, il y a des chansons très loufoques. Il y a des chansons qui sont un peu entre les deux. Là, oui, c'est ça, Frustré ou Baquès ou ces trucs-là. Tu sais, des chansons qui sont, sans être très, très sérieuses, sont quand même des chansons avec un propos social franchement sérieux, consistant, disons. Là. Fait que, tu sais, je trouvais que rien à travers ça, ça passait. Mais si j'aurais pas pu mettre, je crois, une chanson comme Rien sur le dernier album que je viens de... Quoi, on sait jamais. On sait jamais. Tu vois, ou t'as mis à la fin, tu sais. Oui, c'est ça. Antoine Caché. Mais en tout cas, il devrait produire tes disques, lui. Mais tu vois... Mais je pense que je sens que tu veux qu'il y ait une unité dans les albums. Que ça soit... moi j'aime ça quand il y a une unité. Tu vois, Serge Blanc d'Amérique, l'album que j'ai sorti en 2006, j'ai fini par le sortir parce que j'étais tanné de travailler dessus. Puis, mais je suis pas arrivé à ce que je voulais. C'est-à-dire un album qui avait une certaine unité, que ce soit une unité de thème ou une unité de son. C'est un album qui, pour moi, ressemble à un best-of. Sur Serge Blanc d'Amérique, tu as des chansons acoustiques, des chansons sérieuses, des chansons métal, des chansons comiques, puis à peu près tout ce qui entre les deux. Puis ça, je trouvais ça un peu décevant. Tandis que, tu vois, le dernier album que je viens de sortir, Ça, c'est de la femme, là, il y a des chansons vraiment très, très loufoques, de très mauvais goût. Tout ça, il y a des trucs un petit peu plus sérieux, mais pas hyper sérieux non plus. On peut voir, dans une tune comme Vieux péquiste, même si c'est sous le signe de l'humour, on comprend quand même qu'il y a un propos sérieux derrière ça. Ouais, tu sais, c'est une grosse ironie là, derrière tout ça, mais c'est... Ouais, il y a quand même c'est un peu plus sérieux, ou tu sais, des trucs comme, je sais pas, musiciens, ou ce sont des chiens, ou tu sais, des trucs comme ça. Bon, c'est pas... Tu sais, ce sont des chiens, c'est quand même une chanson spéciale aussi pour moi. Ouais, d'un point de vue d'un chien. Ben, c'est pas... C'est que j'ai eu une espèce de flash. Moi, quelqu'un, un jour, m'a décrit un ami qui reste à la campagne, m'a décrit qu'il avait déjà vu un coyote. Puis il m'a décrit un peu qu'est-ce que c'était, puis il avait trouvé ça assez saisissant. Puis quand j'ai écrit cette chanson-là, ce sont des chiens, je sais pas, j'ai pensé à des coyotes. Puis j'ai repris un peu la description qu'il m'avait faite, puis j'ai fait... Puis c'est pas le genre de toune que j'écris d'habitude, tu sais. Je crois qu'elle se démarque un petit peu. Puis tu vois, c'est le genre de toune qui
puis le propos est très différent des autres chansons sur l'album, mais le fait qu'il y ait une unité de son avec les autres chansons à côté, ça fait que je trouve que ça passe bien. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Parce que je te l'ai demandé. Si on parle si on parle du son de l'album, là, hier, tu racontais, j'étais au lancement que tu as fait hier au Petit Campus, puis bon, on y a appris que c'est Peter Paul qui a fait la musique, qui est ton guitariste, Oui. puis toi, t'as plus fait les paroles, en fait, puis c'est comme un amalgame des deux. Je me demandais comment t'en es venu à ça, puis aussi, Peter Paul, moi, je connais pas ton histoire avec ce gars-là, il sort de où? Parce qu'hier, quand tu l'as présenté, j'ai senti beaucoup d'amour, puis à un moment donné, j'étais là, mon Dieu, c'est un Brokeback Mountain qui se fait sur scène. Je trouvais ça beau, votre relation. Je me demandais, ça part de où? Ça s'est fait comment pour en arriver à ça? Moi, Peter Paul, c'est le guitariste qui m'accompagnait dans le Sarge Jazz Band entre 2005 et 2008. Là. Le Sarge Jazz Band, vers la fin, il a changé de nom. C'est appelé les Accommodements raisonnables. D'ailleurs, je voulais vanter tes noms de band, je dois dire. Les Jean Charest, dernièrement, c'est très bon, ça. Oui, on va jouer à Sherbrooke. Avec la photo de Jean Charest. Oui, la photo est quelque chose. Ouais, quand même, là, je trouvais ça bon. Il a l'air enragé, ça. Mais c'est ça, Peter Paul, c'est quelqu'un qui vient du lac Saint-Jean. Je le connais parce que c'est quelqu'un qui est un peu dans l'entourage de Fred Fortin, Olivier Langevin, et puis cette gang-là de Saint-Félicien. Puis de fil en aiguille, bon, on était un peu dans le même groupe d'amis, si tu veux. Puis je l'avais vu jouer une fois de la guitare sur un show de Fred Fortin. OK. En 2001, peut-être, ou autour de ça. Puis je l'avais remarqué. J'avais trouvé non seulement très bon, mais amusant comme personnage de scène. Puis, ouais. Ah, il est divertissant. Ouais. Puis je m'étais dit, bon, si jamais un jour j'ai à remplacer le guitariste qui jouait avec moi, qui était Olivier Langevin. Mais je savais pas ça que tu avais travaillé avec Olivier Langevin, en fait. Ah, j'ai travaillé longtemps. Ouais. Lui, ça va bien, ses affaires? Oui, ça va super bien. Il est super respecté, c'est super bon ce qu'il fait. Oui. Autant avec Galaxy comme frontman qu'avec d'autres personnes qui accompagnent, là, avec Mara Tremblay et plusieurs autres. Là, Fred Fortin. Fortin. Tout ça, ouais. Fait que c'est ça, donc Peter Paul, c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis, lui, Peter Paul, il a sorti un album en 2007, à peu près 2008, qui s'appelle Peter Paul, groupe de rock. Ouais. Et puis... ça semblait brut pas mal. Oui, c'est très, très brut. Oui. Puis moi j'aime beaucoup j'aimais beaucoup sa musique, puis je l'aime encore beaucoup. Et puis, en 2009, à un moment donné, même si on jouait plus ensemble, on se voyait assez souvent, Pierre-Luc, Peter Paul, son vrai nom, c'est Pierre-Luc Laflamme, là. Pierre-Luc, il m'a dit, moi, ça me tente plus de faire Peter Paul, groupe de rock, parce que je veux plus chanter puis jouer de la guitare en même temps puis écrire les paroles. Là, je trouve ça fastidieux puis tout ça. Okay. Il dit, je cherche quelqu'un qui serait prêt à mettre des paroles sur mes musiques puis à chanter puis tout ça. Puis moi, j'ai saisi la balle au bon. Je me suis dit, moi, ça me tenterait peut-être de mettre des paroles sur ta musique. D'autant plus que je venais de sortir l'album avec Anonymous, le deuxième, Musique Barbare. Puis je commençais à me demander qu'est-ce que j'étais pour faire comme album suivant. Puis je me disais, il faudrait que j'adopte une façon de faire nouvelle, peut-être, ou... Tu sais, je sais pas, je cherchais, puis là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de me faire donner des musiques et d'écrire des paroles par-dessus. Ça n'avait jamais fonctionné comme ça. Non, jamais. Ouais. Même mes albums avec Anonymous, sur mes albums avec Anonymous, c'est moi qui écris les musiques. Ah ouais? À part la tourne L'Âge de bière. Toutes les autres, L'Âge de bière, c'est une chanson qu'Oscar Souto, a fait une musique instrumentale qu'Oscar Souto m'avait envoyée, le bassiste d'Anonymous. Ouais. Puis moi, j'ai fait les paroles, puis le thème, puis tout ça. Ouais. On l'a réarrangé un petit peu là, en groupe, tout ça ensemble, là, mais c'est la seule fois que c'est arrivé. Ça avait été assez laborieux, d'ailleurs, de faire ça. Puis d'ailleurs, le disque, ça, c'est de la femme, là, j'ai trouvé ça très difficile aussi. C'est vraiment pas ma façon de faire habituelle, puis je n'étais pas confortable du tout. Puis Pierre-Luc m'envoyait des maquettes, puis moi, je prenais ces maquettes, puis en fait, les musiques telles qu'on les entend, c'est pas ça qu'il m'envoyait. Lui, il m'envoyait des musiques. Moi, je les découpais après ça, tu sais, dans mon logiciel dans mon Cubase, mon logiciel de musique. Puis après ça, tu sais, je refaisais des structures en fonction de ce que j'écrivais, puis de mon propos. Puis des fois, je lui commandais des petits bouts pour patcher à gauche, à droite. Ça doit être du stock pareil à gérer, là, maintenant. Tu finis avec plein de morceaux de chansons. Oui. Il y a des chansons là, qui ont été assez laborieuses à faire. Le Blasphème, entre autres. Là, je te ferai entendre la première version, là, puis ça part dans tous les sens. Puis à un moment donné, on a fini par ramasser ça assez bien, mais
C'était... ouais. Puis il y a des chansons, des fois, je commençais à écrire sur des musiques à Pierre-Luc. Là, je trouvais ça mauvais. Puis là, je gardais le texte, puis je faisais une autre musique avec. Puis là, je réécoutais la musique à Pierre-Luc. Avec ça, je me disais, c'est pas pire, mais il manque quelque chose. Fait que je recommençais dessus. Puis là, ça a été... Mais au final, je suis content du résultat. Mais ça, disons que ça m'a demandé beaucoup de travail. Ouais. Ah, ça fait un bon album, c'est certain. J'espère, en tout cas, si ça vous plaît, tant mieux. Oui, bon. Oui. Non, l'écoute en boucle depuis 3 jours, là. Très bon. J'ai aimé. Ça, c'est de la femme, là, c'est ma préférée. Sinon, j'ai peut-être une autre question. Ouais, vas-y. Si tu permets. Je me demandais, maintenant que les conservateurs sont majoritairement au pouvoir, avec tout ce qu'on sait que ça implique, la job, peut-être d'artiste, de musicien, on en est où? C'est-tu plus difficile que ça l'était à l'époque? Ou peut-être mon oncle Serge a commencé? L'évolution de ce métier-là, on en est où? Si tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois pas trop le lien avec les conservateurs, par contre. Parce non, que OK. Ils n'ont pas fait de coupure dans les subventions et tout? Pas dans les subventions qui me touchent, en tout cas. OK, c'est bon. Ils ont fait des subventions, je pense, des coupures dans les subventions, je crois, à la tournée internationale. OK, bon. Fait que ça touche plus les troupes de danse ou de théâtre, ces affaires-là. T'es pas dans la danse, toi? Je danse pour l'instant. C'est bon. OK, je t'ai pas. Ce serait intéressant, ça, peut-être un DVD de danse de mon oncle Serge ou quelque chose comme ça. Je doute beaucoup de ce que tu viens de dire. Je suis douteux pas mal. Je me demandais, tu parlais justement de que lui et Peter Paul t'envoyaient les musiques, tout ça. Je me demandais que les gars d'Animus, des fois, c'est vraiment une question que je me pose réellement, c'est quand tu leur envoies, supposons, la maquette d'une tune comme Le Rejet, est-ce qu'ils sont toujours à l'aise avec le contenu des paroles, des chansons, tout ça, ou ils te laissent carte blanche, ils te font confiance? Oh oui, ils me laissent carte blanche. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je fais des démos, je leur envoie, puis je dis pas un crise de mots. Puis, c'est vrai, la tune parle d'elle-même. Écoute, moi, je leur envoie de la... Tu sais, quand on a fait l'album Musique Barbare, là, pendant le printemps 2008, là, je leur envoyais... tu sais, des fois, j'attendais d'avoir 2-3 tunes, là, mais pendant, je sais pas, 2-3 mois, je leur envoyais, tu sais, des batchs de chansons. Je voulais pas les envoyer une par une, parce que moi, psychologiquement, ça aurait été dur à m'amener d'envoyer une tune, puis là, avoir aucune réaction. Puis après ça, en envoyer une autre. Au moins, si j'en envoie 5 d'une shot... C'est sûr qu'il y en a une de bonne. C'est ça. Ils vont accrocher sur une. Puis, tu sais, si jamais il y en a une sur laquelle ils ne bougent pas, tu sais, je me dis, bon, je vais me consoler avec le fait qu'ils ont aimé les autres, tu sais. Puis c'est ça. Puis Le Rejet, je l'avais envoyé dans une batch de morceaux. Puis je me souviens qu'ils n'avaient pas accroché dessus au début. Puis à un moment donné, pendant une répétition... Ils ont écouté les paroles à un moment donné. Hein? Ils ont écouté les paroles à un moment donné. Ouais, peut-être pas. Non, peut-être, toujours pas. Mais Carlos Araya, le batteur, il m'a dit, à un moment donné, pendant une répétition, il a dit, moi, ça me tenterait de monter la chanson Le Rejet. Je trouve ça le fun. Puis, c'est l'espèce de méchanceté qu'il y a là-dedans. Puis tout ça, ça colle quand même assez bien à l'ambiance métal. Ouais. D'en faire un vidéoclip, c'est l'idée de qui, ça? Ça, c'est mon idée. C'est pas une très bonne idée. J'avais reçu... Moi, je suis dans ton mailing list, puis à un moment donné, je reçois un email disant que vous venez de tourner le vidéoclip du Rejet, puis je suis comme, mais voyons donc, c'est la toune c'est de loin la toune la moins jouable à Musique Plus. C'est impossible qu'ils vont jouer à Musique Plus. Mais on s'en fout de Musique Plus. Je pense que c'est rendu là, hein, parce que c'est ça, dans Pas Pire, on voit des totons, tout ça. Écoute, c'est fait pour... Un clip, là, on fait plus ça pour que ça passe à Musique Plus. Je sais pas qui écoute encore Musique Plus, mais... je sais pas non plus, honnêtement. Je sais pas, quelqu'un écoute Musique Plus autour de la table? Non. Bon, voilà. America's Next Top Model, peut-être. Ouais, on l'écoutait ensemble en fin de semaine. C'est vrai. Tu vois, quand on écoute Musique Plus, en fait, on l'écoute pas pour les vidéoclips. On l'écoute pour Hogan a raison. Probablement, ouais. Mon Peter Paul, justement, mon guitariste, il me parlait qu'il lui suivait une émission, je sais pas si c'était à Musique Plus que ça passait. C'est le chanteur de Poison qui se cherche une blonde. Oui. Ils sont rendus. Heart of Love. Hein? Heart of Love. Heart of Love. OK, l'art de l'amour. Oui, mais vu que son nom c'était Bret Hart. Heart of Love. Comme le cœur de l'amour. Oh boy. C'est très, très bon. Écoute, Pierre-Luc, il me dit, il y a des cours à l'université. Il m'a dit, je finissais mes cours le lundi soir, puis je courais jusqu'à la maison pour pogner le chanteur de Poison qui... Ben oui.
Il me dit... Enfin, voilà, c'est ça. Donc, moi, quand je fais des clips, maintenant, je pense plus à Musique Plus. Moi, je pense à la diffusion Internet uniquement. Une tune comme L'Âge de bière, ça aurait dû jouer à Musique Plus, puis ils l'ont pas joué. Ça a joué très rarement à Musique Plus. Puis, la raison pour laquelle ça a pas joué, c'est que dans la chanson, il y a des igloos. Puis, juste au moment où on a sorti le clip, Musique Plus a embarqué dans une campagne dénonçant le calage de bière. Ouais. Puis c'était justement la pub, ça disait igloo, 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 igloo. Il n'est plus des nôtres. Puis là, on voyait la photo d'un gars qui était mort dans un concours. Le mix des deux, c'est vraiment. Dans le contexte, c'est un peu bizarre. C'est ça, fait qu'ils l'ont pas passé. C'est ça qu'ils ont. Connaissant Musique Plus, il aurait été capable de jouer cette pub-là et ton clip tout de suite après sans s'en rendre compte. Mais en tout cas, ils ont eu la présence d'esprit, puis je les comprends là, de ne pas l'avoir joué. On peut. Mais tu vois, le clip de L'Âge de bière, c'est le clip de moi qui est le plus regardé sur Internet. Ah ouais? Puis quand on va en France, surtout, on s'en fait énormément parler. Ah ouais? Oui, j'ai jamais fait d'offensive promotionnelle en France autour de ce clip-là, de cette chanson-là, ou même de l'album sur lequel L'Âge de bière est, là, l'Académie du Massacre. Puis la première fois que je suis allé en France après cet album-là, c'était en 2007, puis tout le monde me dit « Ah oui, L'Âge de bière. » Puis encore pire, en 2009, quand je suis retourné, avec Anonymous, les gens, on allait quelque part, puis les gens nous demandaient L'Âge de bière. Ah ouais? C'est ton hit en France? Oui, c'est un peu comme Cœur de loup. Là, c'est ton Cœur de loup? Lafontaine. Là, Patrick Lafontaine. Philippe Lafontaine. Est-ce que quand tu vas en France, faut-tu encore que tu modifies tes paroles? Je sais que dans les premiers temps où tu y allais, tu faisais ça, tu modifiais tes paroles des chansons, peut-être pour que ça passe mieux. J'avais fait un test sur Internet. J'avais pris quelques-unes de mes chansons. J'avais pris les Bed and Breakfast, puis j'avais fait les gîtes ruraux avec ça. J'avais pris Fourré, j'avais fait Niquer. Je m'en suis entendu ça. Oui, j'ai ça quelque part là, en MP3 chez nous. Puis, puis j'avais fait donc ces adaptations-là en me disant que si dans mon spectacle, j'ai quelques morceaux que le public peut comprendre de A à Z, ben peut-être ça va favoriser le contact ou l'appréciation du public là, pour ma musique. Puis j'ai donc fait des maquettes, j'ai envoyé ça sur ma liste d'envoi. Puis, curieusement, les gens qui aimaient ça, c'était les Québécois. Ils trouvaient ça très comique. Ben, c'est ça. Moi, j'aime ça l'entendre niquer, personnellement. Niquer? Ouais, niquer, c'est ma finalité. Oh, ouais, c'est ça. Puis les Français, eux, il y en a qui trouvaient ça amusant, mais l'écho le plus, disons... le plus courant que j'ai eu, c'était que l'opinion la plus répandue, disons, c'était que... faut pas que je gomme mon accent québécois. Ils m'ont dit, tu sais, des chanteurs français, on en a ici beaucoup. Puis ce qu'on aime... Il y en a pas mal là-bas, c'est vrai. Comment? Il y en a pas mal là-bas. Ouais. Il y en a de moins en moins qui chantent en français, comme ici, là, mais c'est... mais il y en a. Puis c'est ça, ils disaient, eux, quand ils écoutent du Mononcle Serge, ils veulent... Bon, ils disaient, évidemment, probablement que ce que je chante, ça leur plaît, mais ce qui leur plaît aussi, c'est mon accent, puis le côté très local... de ça. Alors, finalement, j'ai dit, bon, au diable, je ferai pas je ferai pas de traduction et puis je vais y aller... L'âge de pastis, peut-être, ça pourrait être bon. Oh, ils ont de la bière aussi en France. Ah oui, en en tout cas, oui, c'est vrai que j'avais une question en fait un peu dans ce sens-là, c'est qu'on dirait quand on suit ton site web, tout ça, on dirait qu'il y a de plus en plus justement de tourner en France, il y a de plus en plus de shows là-bas. Ça va bien là-bas? Oui, ça va bien. Ça roule? Ça roule. C'est très marginal. Là. Ouais, j'imagine c'est underground. C'est ça. Mais quand même, il y a un public. Oui. Puis ça dépend des régions aussi. Il y a des régions où ça va assez bien. Tu vois, j'ai fait une petite tournée en France en solo. C'est la première fois que je faisais ça. Au mois d'octobre, là-bas. Puis, tu sais, j'ai joué des fois dans des bars, écoute, le dimanche soir à 8h, là, à 7, sur un coin de rue, là, une espèce de petit bistrot. Il n'y avait pas de scène, pas d'éclairage. Le gars, il est arrivé avec la sono dans son petit char là, minuscule. Tu sais, c'était vraiment des spectacles à la bonne franquette. Autant donc je pouvais jouer devant 15-20 personnes. Autant j'ai joué dans les meilleures salles là, autour de 150 personnes. Alors, quand même. Oui, c'est ça. Quand je joue devant 150 personnes en France, pour moi, c'est une grosse affaire. Voir des Français avec des t-shirts de Mononcle Serge, c'est pas pire. Oui, mais bon, c'est pas pire que voir un Québécois. Non, je sais bien. Sinon, ben écoute, on t'a gardé longtemps. Là, oui, c'est ça, il est 2 heures. Là. Non, je sais. Écoute, je vais aller rapidement alors, parce qu'on avait juste des questions du public un peu. Je vais essayer de... Bon, ça fait demander après 4 fois de te demander comment tu fais pour être fucké, évidemment.
comme dans ta toune, là, mais bon, ça... Ouais, OK, c'est bon. OK, c'est ça. prochaine question. C'est une question, parfait. Voilà. Sinon, M. Étienne Forêt qui demande... J'ai 2 questions pour mon oncle Serge. Sur son album, mon oncle Serge chante 97, ça ne nous rajeunit pas. Dans la chanson Céline, il pose la question à apparemment des gens dans la rue pour savoir qui de Céline de Jacques Villeneuve a donné au Québec les plus grands motifs de fierté. Question 1. Est-ce que les réponses qu'on entend sont vraiment le résultat d'un vox pop impromptu, pardon? C'est des extraits d'un bulletin de nouvelles à TVA. Puis c'était un vrai vox pop. Oui. Et à la question 2, après le vox pop, mon oncle nous donne ses opinions personnelles en disant à la question posée, moi je réponds Jacques Villeneuve sans hésitation, car si Céline Dion chauffait un char, ça serait pas long qu'elle se ramasserait dans le décor. Mais si Villeneuve chantait des chansons, ça serait sûrement pas moins pire que Céline Dion. Mais 10 ans après, en 2007, Jacques Villeneuve a sorti un album qui, on peut le dire, a pas mal moins marché que n'importe quel album de Céline. Alors, comment tu te sens par rapport au fait que Jacques t'a prouvé que tu avais tort là-dessus? Écoute, ça veut pas dire que Céline vend plus d'albums que Jacques Villeneuve, que la musique de Céline Dion est meilleure que celle de Jacques Villeneuve. Ceci dit, je ne crois... J'ai pas entendu la musique de Jacques Villeneuve. On n'est pas beaucoup à l'avoir entendu, je pense. Puis, en plus, je me fais poser la question assez régulièrement. Puis chaque fois qu'on me la pose, je me suis dit, Chris, je vais aller l'écouter, la tune à Jacques Villeneuve. Ouais. Puis évidemment, c'est ma résolution s'évanouit dès que je pense à autre chose, puis j'y repense seulement la fois suivante qu'on me pose la question. Alors voilà. C'est intéressant de tourner mon oncle Serge Jacques Villeneuve, peut-être. Oui, voilà. Ça serait bon, ça. Ça serait un très bon match. J'aimerais beaucoup faire sa première partie. Ça serait ça. Madame Caroline Descosses demande, on a beaucoup jasé de l'anecdote sur l'origine du surnom de mon oncle et l'histoire des patates, mais personne n'a osé investiguer sur ce qu'il avait mis sur les dites patates. J'exige de le savoir. Ce que j'avais mis sur les dites patates? Semble-t-il ça, sa question. Moi, je la juge pas, là. Ah, OK, ouais. Moi, c'est dur de ne pas la juger, quand même. Non, je sais. Une question de merde, je sais. Les patates, moi, j'ai rien mis. Je sais pas si vous mettez quelque chose du sur beurre, vos patates du pilées. ketchup. Sur des patates pilées, faut rien mettre, c'est ça qui l'aide. Non, OK. Ouais, puis des patates pilées, il y a déjà du beurre. Ben, c'est ça, c'est dedans, c'est dans sa confection. En fait, c'est ça l'idée de la patate pilée, c'est d'avoir un petit peu un tout... homogène, là, puis voilà. Vous l'aurez appris ici. J'aurais une petite question rapide qui est par rapport à ça. Je me demandais, est-ce que tu es véritablement mon oncle aussi? Est-ce que tu as des neveux et des nièces? Je me demandais si tu avais des neveux, j'ai oublié de le noter. Je te dirais par alliance, là, quelque part, mais j'ai un frère qui n'a pas d'enfant. Alors, fait que t'es pas encore, t'es pas encore mon oncle. Pas vraiment, non. Là, c'est le second niveau, c'est bon, ça. Il y a une délicieuse ironie. Quand même, mon fils a des cousins. Mais moi, je suis pas l'oncle des cousins de mon fils. Bon, alors, c'est... Mon oncle Serge n'est pas mon oncle. Voilà, quand même. On ne croit plus en rien. Rapidement, une dernière. André Péloquin demande, peux-tu lui demander s'il craint parfois que certains mélomanes ne pigent pas le second degré derrière le personnage? On doit te le demander souvent. Ça, on me demande souvent ça. Puis c'est clair qu'évidemment, il y a toujours des gens qui doivent prendre ça au premier degré, mais je pense que en général, les gens y perçoivent l'ironie derrière ça, puis voilà, quoi. Écoute, je vais pas m'empêcher de dire des choses, de déconner parce que... à cause qu'il y a à quelque part des gens qui comprendront pas la blague. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est sûr, je comprends. Voilà. Ben, merci, très généreux. Hey, excuse, on t'a gardé 33 minutes, je suis désolé. Ah, c'est pas grave, c'est un plaisir d'être avec vous. Mais vous êtes tellement beau. Ben oui, merci beaucoup. On me le dit jamais. Les invités disent pas ça d'habitude. Alors, ça, c'est de la femme, 10e album de mon oncle Serge. C'est en vente maintenant, Archambault, iTunes, tout ça. Allez voir ça. On l'écoutait plus tôt. J'avais déjà joué sur de la femme. Je vais continuer avec la dernière tune, j'ai oublié le nom, c'est quoi? C'était chanteur engagé. Chanteur engagé, j'avais choisi spécifiquement pour l'occasion. Merci beaucoup, mon oncle Serge. Merci 28 décembre, ça se peut-tu 28 décembre? Oui, 28 décembre au Fofone électrique avec WD-40 en première partie. Ouais. Ah, c'est tellement bon WD-40. Oui, je suis un fan aussi. Ouais, oui, on va aller voir ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais t'appeler encore une fois pour chanter à un show bénéfice pour je ne sais quoi. Le chanteur répond oui quand ça le répugne de cracher sur l'opportunité de te faire une belle publicité. Chanteur engagé mon cul. Alors il monte sur scène et sous les feux des projecteurs il chante de la vertu, dénonce la guerre et les pollueurs. Devant une liste aussi prévisible de bonnes intentions, les granolas et les barbus lui font une ovation. Chanteur engagé mon cul. Le chanteur engagé fait exprès de
pas se raser. Quand Luthier approche, jeter une image débrouillée. Puis il apprend que le culte du look est une honte, en soulignant que chez lui c'est le contenu qui compte. Le chanteur engagé a toujours envie de se mettre. S'il chante, c'est d'abord pour se ramasser des poulettes. Quand ils ont fini de chanter sa tourne engagée d'ol, il se mêle à la foule et crouse toutes les petites granoles. Chanteur engagé, mon Dieu. Hey, solo! Le chanteur engagé, malgré ce que ses textes racontent, a toujours autoguerre aux famines et aux hécatombes. Quand ces choses entraînent des shows, il va chanter, et chaque fois ça vire en méchant birthday. Chanteur engagé, mon Dieu. Mon Dieu! Ah, je passe moi-même souvent pour un chanteur engagé, et je le suis jusqu'à un certain point, je dois l'avouer. J'aime les petites granoles et les applaudissements faciles, que suscitent les lieux communs devant une foule d'imbéciles. J'aime montrer ma face quand il y a une cause sociale, ça me permet d'envoyer souvent ma photo dans le journal. Mais ma main est bien plus souvent sur ma graine que sur mon cœur, et j'ai pas mal moins soif de justice que d'exposure. Chanteur engagé, mon Dieu. Oh yeah! Chanteur engagé, mon Dieu. Mon Dieu! Fuck you! Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. OK. Eh oui, vous n'êtes pas fous, c'est bien le retour tant espéré de Sauce 5. Puis mon oncle Serge qui va manquer ça. Ah oui. Ah, ça c'est plate. Moi, je veux juste signaler que les deux gars étaient en train de discuter à quel point que mon oncle Serge a des beaux cheveux il y a une minute. Ben, en fait, je trouve C'est vrai qu'il y a des beaux cheveux, je trouve aussi, ouais. Ça m'avait frappé, là. C'est comme juste c'est les cheveux que j'aimerais avoir si j'avais encore des cheveux. Ouais, c'est ça. Ça m'a frappé. Mais c'est vrai, non, c'est un bonhomme très gentil. Très beaux cheveux. Très beau. Un beau bonhomme. Ah, il est beau. Mais je pense qu'il est prise, mesdames. Mais bon, mais c'est ça. semble-t-il. En tout cas, ouais, sauce 5, là. Ben là, c'est on un tombe bon de haut, addon. là. Ouais, c'est ça, ça va être dur de rattraper ça. Sauce 5, ça fait des mois. Sauf que c'est un sauce 5 sur l'humour. Fait que ça tombe assez bien. Wow, parce c'est pas que drôle, je ça. vais vous expliquer l'humour c'est pas en drôle. 5 minutes. Et puis je vous préviens tout de suite. C'est pas de l'humour ethnique, là, en principe, là, de comme changer ça. Non, ouais, c'est ça. Nicolas fait ce qu'il veut. C'était la question d'Eddie King. C'était la question d'Eddie King, oui, précisons-le. Il avait Hey, ça demandé. fait longtemps, Il y a ça. environ Ouais, mais 3 mois. Eddie King il est revenu sur ses paroles. Il avait dit l'humour, puis 2 secondes après, il a dit l'humour ethnique. Donc moi, j'ai pris ses premières paroles. J'espère qu'il nous écoute pas et il entend pas ce que tu viens de dire. Ben écoute, il peut venir essayer de contrer mes paroles. Ben oui, il est bienvenu, il va revenir l'an prochain. Donc, juste pour dire un peu en partant, là, l'humour, c'est assez complexe, tout en étant excessivement simple. Ouais. C'est dur à définir, parce que c'est Maxime est très humoriste, fluide. fait qu'il va pouvoir... Je t'attends avec briques et fanal. Oui. Ouais, alors, Approche-toi de ton micro, Maxime. je vais commencer seulement avec ce que l'on en sait, qui est concret, OK, qu'on sait. Ça c'est ce qu'on sait déjà. Je vais commencer avec l'étymologie, finalement. D'où vient le mot? L'humour, ça fait un petit bonhomme de chemin, parce que ça provient du mot anglais « humor », qui... Ils ont inventé l'humour en anglais avant? C'est que Pas les popsicles, good humor. Humor, Ouais. c'était lui-même, c'était un terme anglais qui avait été emprunté au terme français humeur, qui venait du latin. Humorus. Aussi. Et puis, non, je sais pas. les humeurs, en fait, à l'époque, depuis l'Antiquité jusque tout récemment, en fait, jusqu'à l'époque moderne, ça désignait les fluides corporels et puis les diverses théories des humeurs qui semblaient influencer le comportement. C'est pour ça que c'est drôle, une blague de Dash. Oui, exactement. Il y a ça aussi là-dedans. On a eu une légendaire cet été. Ça affecte les fluides. Ben, quand je suis venu partout sur une guitare, sur un stage. Ouais, c'est ça. Montrer ma graine à rien. Écoutez, dit comme ça, ouais. Ouais, hors contexte, mais dans le contexte, par exemple, c'était vraiment beau. Oui. Bon. Donc, c'est seulement vers 1760 que les Anglais ont commencé à utiliser le terme humor pour se vanter de posséder un certain état d'esprit que l'on définit maintenant comme l'humour anglais. Donc, c'était pour se la péter un peu. Ils disaient, nous, on a de l'humour. Un peu de racisme, parfait. Et puis, ce n'est pas avant le 18e siècle que le mot humeur fait son entrée grâce au lien des penseurs des Lumières avec les philosophes britanniques. Donc, c'est grâce aux philosophes, on les remercie.
D'ailleurs, je sais, tu nous avais parlé de Mark Twain. Eh bien, à la fin du 19e siècle, il y avait des auteurs français qui s'interrogeaient sur le sens exact de l'humour anglais. Et puis, Félix Fénéon définissait... Il essayait de définir de Mark Twain, le type d'humour de Mark Twain, qui était, comme on le suit maintenant. Mais Mark Twain, apparemment, c'était le premier... Exactement, le premier stand-up ouais, comédien. stand-up. Donc, il essaie de décrire ça. Je le cite. « L'humour est caractérisé par une énorme facétie, émergeant parfois d'une observation triste, comptée avec le plus stricte imperturbabilité, avec toutefois un dédain très marqué de l'opinion du lecteur. Ses moyens favoris sont le grossissement forcené de certaines particularités, l'inopinée jonction de deux très distantes idées par l'opération d'un calembour ou par un jeu de perspectives littéraires. L'accumulation patiente de détails allant crescendo dans le baroque, mais déduit avec une logique rigoureuse et décevante. » Hey, on pourrait t'écouter comme ça pendant des heures. Hein? Donc, ça en dit beaucoup. On en discutait sur le mur Facebook de Décideret, justement, peut-être un spin-off l'an prochain, Sauce 720. Est-ce que tu pourrais, de 8h du soir à 8h du matin, parler d'affaires, supposons, à la radio? Mais 8 heures. Ah, en termes de minutes, OK. Ouais, 720 minutes plutôt que 5. On aurait pu dire 12 heures. Sauce 12 heures. Non, sauce 720. Sauce 12 H, non? OK. Mais là, tout ça, ça nous dit pas c'est quoi, au fond, l'humour. Puis c'est ça qui nous intéresse, c'est ça ma chronique, c'est voir. Fait que tu veux dire que tu parles pour rien depuis 5 minutes. Oui, exact. Ben, je fais sa prémisse, c'est sur ce qu'on sait. Okay. Mais dire, c'est ça qui nous intéresse, pas vraiment ça. Là, on va aller sur c'est quoi, au fond, l'humour? Au fond du fond, là. Parce que l'humour, c'est pas dans les choses, les gens ou les situations, où pourtant on l'observe. C'est comme le bleu dans le ciel. Il n'est pas dans le ciel, le bleu. Il est dans notre œil. Il est dans nos yeux. Exactement. Donc, on peut, si on va, il faut aller dans le très vague parce que c'est fluide, définir l'humour comme la tendance de certaines... Est-ce que tu viens de faire un jeu de mots, un calembour? Non, vague, mais tu as un esprit très fin. Moi aussi, quand j'ai entendu fluide, j'avais envie de parler. Comme... Donc, on peut définir l'humour comme la tendance de certaines expériences cognitives à provoquer le rire ou une forme d'amusement. On est d'accord? Non. Il est généralement considéré que la majorité des personnes peuvent faire l'expérience de l'humour, c'est-à-dire être amusé, sourire ou rire. On peut alors dire qu'ils possèdent un sens de l'humour. C'est comme tous les autres sens. C'est comme le 6e sens, en fait. C'est pas voir des fantômes, c'est l'humour. Puisque l'humour, ça a besoin d'individus possédant le sens de l'humour pour exister, que celui-ci varie d'un individu à l'autre, c'est impossible de faire une définition définitive englobante de c'est quoi l'humour. Parce que ça prend le sens de l'humour. Comme le film? C'est impossible d'arriver à des conclusions. C'est qu'on peut juste percevoir les effets de l'humour. L'humour elle-même, c'est un phénomène passager. Ouais, puis ça se peut qu'il y a quelque chose que moi je trouve très drôle, puis toi, tu vois absolument pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Effectivement, mais j'en arrive là, pas les jokes souvent, parce que un des principaux ennemis au sens de l'humour, c'est l'ego. Oh! Celui-ci... L'ego? Ben non. Oui, parce que celui-ci, en fait, il est sensible qu'à un seul type d'humour et veut détruire tous les autres types d'humour par son incompréhension. Les gaufres, là? C'est-à-dire, il est seulement susceptible à l'humour qui est décrit dans la théorie de la supériorité de l'humour. Que je vais y venir plus tard si j'ai le temps. Est-ce que c'est ta théorie? OK, la théorie de la supériorité de l'humour, c'est la théorie selon laquelle, en fait, ce qui nous fait rire dans l'humour, c'est quand on rit des personnes qui ont des malchances ou qu'on rit des gens plus poches que nous. Systématiquement. Ça, c'était selon Platon, Aristote et Hobbes. Ouais, le 4000 ans, l'humour, c'était ça. D'où la popularité des vidéos YouTube où tu vois des gens qui se pètent la gueule. C'est vrai que... Non, mais ça, c'est plutôt dans le slapstick. C'est universel, ça, quand même. C'est voir les gens se faire mal. OK, non, mais... Mais oui, ça rentre un peu dans la malchance des autres. Oui. Je recherche une femme, tu sais. Là, tu ris de la personne parce qu'elle a l'air désespérée. Effectivement, genre, on est donc bien meilleur que cette personne. Ouais, c'est ça. Donc, ce type d'humour-là nourrit l'ego et l'ego veut détruire les autres types d'humour. Parce que justement, une personne qui possède un sens de l'humour très faible se verra dans un état d'espèce de confusion frustrante devant l'expérience de ses confrères, leur hilarité commune. Et ça peut même pousser à l'agressivité, en fait, devant cette incompréhension de l'incapacité de comprendre l'humour de ses pairs, puis de répondre par la force. Ce qui donnerait une certaine crédibilité à la théorie évolutive de l'humour comme une expérience cathartique servant à diminuer l'agressivité chez les organismes hautement civilisés. Boring! Il y a le comme tu disais, Maxo, ce sens de l'humour, il possède aussi plusieurs degrés, puis ça varie selon plusieurs facteurs. Certains dépendent de nous, donc on peut les changer, comme notre niveau d'éducation, notre situation géographique, notre contexte. Et certaines, sont hors de notre contrôle, comme la culture dans laquelle on a évolué, notre niveau de maturité, notre niveau d'intelligence. Quoique la maturité, j'étais embêté si c'est quelque chose qu'on pouvait améliorer ou c'était donné comme l'intelligence. Ouais. Peu importe. Continue. C'est pourquoi, Dieu soit loué, c'est possible de cultiver et d'améliorer son sens de l'humour, mais il faut faire attention parce qu'une amélioration du sens de l'humour ne signifie pas seulement une progression toujours constante vers un humour toujours plus raffiné.
mais vers un élargissement toujours plus vaste à percevoir l'humour sur toutes ses formes. Ah ouais. Parce qu'il y a un danger d'aller faux, ça. vers l'humour toujours plus intellectuel. Ça mène à une espèce d'élitisme humoristique où l'on affirme qu'une chose est drôle sans la rire. Ben, comme on dira, il n'y aura jamais rien de plus drôle qu'un chien qui pète. C'est ça. Mais tu sais, comme de dire... Comme on dira... Ceci est très drôle, mais sans rire. Ouais, voilà. Ça dénature un petit peu la forme. Puis c'est le genre de personnes aussi qui vont défendre que l'humour, c'est une chose trop sérieuse pour la laisser aux humoristes. Ce genre de truc-là. Bon, ça, c'est Gottlieb qui l'a dit, je ne veux pas y voler. À l'opposé... Il y en a assez volé à lui. Ouais. Je pensais que c'était Aristote, mais... On passe d'Aristote à Gottlieb. À l'opposé, un humour trop large aussi, ça peut amener une espèce de déroute morale où l'individu peut vraiment commencer à trouver hilarant la torture de petits-enfants ou le viol d'animaux domestiques. Oh, Nicolas, il est bien que toi pour trouver ça drôle. Quand c'est fictif, on peut en rire à la limite. Ça peut être comique. Mais ça te donne des idées après faut pas que ça soit réel. Donc, en résumé, un sens de l'humour en santé, c'est balancé entre un sens du sérieux puis un sens de l'humour. Donc, la capacité de saisir le sérieux dans l'humour et l'humour dans le sérieux. J'ai-tu le temps de continuer? Non, c'est assez. Parce que là, j'arrivais à comment faire de l'humour. Là, c'était comme le guide, comment faire de l'humour. Ouais, écoute, moi, je suis prêt à me lancer. Ouais, un peu bien, là, mais c'est vaste, c'est plate. Continue. À la base, l'humour, c'est une réflexion sur la réalité ou une perception de la réalité qui utilise souvent comme composante. Écoutez-moi bien, là, c'est important. La surprise. Depuis le début. La surprise, la fausse piste, l'ambiguïté, le paradoxe, la contradiction pure et simple, toutes ces composantes à la fois ou encore aucune de ces composantes. Ça prend ça. Absolument. Excuse-moi, j'ai pas écouté. Moi non plus. ça prend la répéter, Nicolas. Oui, ça prend la surprise, la fausse piste, la vraie piste, l'ambiguïté, le paradoxe, la contradiction. Recule de 2 mots. Le paradoxe, la contradiction pure et simple, toutes ces composantes à la fois. Pure et simple tantôt. Ou encore aucune de ces composantes. Et où la règle du clown là-dedans, là, du 3 fois? La règle de 3? Ouais. C'est dans la répétition que je n'ai pas nommée. Mais je l'ai dit 2 fois, toutes les règles. Ce serait dans la fausse piste. Tu fais un énoncé, un deuxième énoncé, on pense qu'on sait où tu t'en vas et finalement, bang! On s'en va ailleurs. Moi, j'abuse de ça. Ça met la surprise aussi. C'est comme des combos, là, finalement. Ouais. Mais par exemple, il y a toutes sortes d'écoles de pensée. Il y a le rire aveugle, où est-ce que tu as une information que le public n'a pas. Continue. C'est pas juste rire d'un aveugle? Oui, c'est ça. Ou rire des aveugles. Si vous préférez aller plus dans le slapstick, Rowan Atkinson, M. Bean, lui, il nous donne 3 règles simples. C'est se comporter de manière inhabituelle, être dans un endroit inhabituel ou être de la mauvaise taille. Ça a l'air tellement drôle, Johnny English Return. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut pas se casser la tête. Faut pas être de la bonne taille. Je suis petit. Mais comme les humoristes présents dans la salle ici pourront me le confirmer, il n'existe pas de règles. Parce qu'il y a autant de règles qu'il y a d'humoristes. Puis il y en a qui se copient pas mal. La construction ou l'élucidation de règles définitives se révèle impossible, encore une fois, vu le caractère fluide et son évolution constante. Puis, des fluides, en y pensant que amener quelqu'un à rire, ça ressemble beaucoup à essayer d'amener quelqu'un à l'orgasme. Ouais. Ça dépend. Tu sais. Nicolas, quand il y a un orgasme, c'est assez drôle. Ça dépend du partenaire, ça dépend de la personne. Oui. Pour certains, c'est facile. Pour d'autres, c'est plus ardu. Certains y parviennent naturellement, d'autres s'y entraînent des années. Il y a des trucs pour certains qu'on peut se passer. Tu commences à nous mettre mal à l'aise. Mais il n'y a aucune recette magique qui fonctionne pour tout le monde. Ben oui, il y en a. Hein? Ben voyons donc. Il y a des trucs généraux. Ouais. Comme pour faire rire, comme pour mener à l'orgasme. Mais il y a tes trucs pour mener à l'orgasme? Il n'y a pas de recette magique. Comment tu procèdes? Quel truc tu passerais pour mener à l'orgasme, Nicolas? Ça prend beaucoup d'écoute. Ouais. Et de la patience. Ce qui est drôle. Ouais. Faut ressentir l'autre, là. Écoute, puis il y a un peu de ça dans l'humour aussi. Il faut ressentir son public. À quel joke il répond le mieux. Aller dans cette direction. Lui faire plaisir. C'est l'écoute, hein. Ben oui, c'est ça. Puis ça va aussi dans le même sens. Tu nous écoutes-tu quand toi tu fais ta chronique aussi dans le même sens? Hein? Est-ce que tu nous écoutes quand tu fais ta chronique? Non, vous comprenez rien. Ouais, c'est ça. Je peux pas vous écouter, c'est pas pareil. Ben oui, hein? Moi, c'est pas je le sais. Tellement un bon vulgarisateur. Si ça vous intéresse plus, d'ailleurs, l'étude de l'humour et ses effets, c'est la gélotologie. On va googler ça sans faute tantôt. Puis, il y a vraiment des ponts avec la psychologie, la philosophie, la linguistique, la sociologie, l'histoire, la littérature, la médecine, tout ça, ça se met ensemble. Fait qu'on peut étudier ça. Oui, c'est possible d'étudier ça. À quel endroit, as-tu vérifié? Y a-t-il une école comme où on apprend l'humour, par exemple? Non, mais il y a beaucoup, de recherches. Il y a même des textes qui viennent d'être publiés en 2011 qui ont republié sur la théorie évolutive, sur la sélection sexuelle, le rôle comme sélection sexuelle de l'humour. Vous savez, quand les femmes disent toujours « Ah, moi, je veux quelqu'un qui me fasse rire ».
Ben, c'est quelqu'un qui me fasse rire, là. Selon ça, selon cette étude, ça serait vrai. En fait, il y aurait vraiment des fondements évolutifs parce que ça démontrait une espèce d'intelligence à agencer des concepts de manière nouvelle. Ouais. Ce qui mènerait à une espèce de force intellectuelle qui attirerait la gente féminine également. Voilà, c'était merci beaucoup, Nicolas. Hein? Merci pour ces informations. Ouais, ben oui, Maxime est humoriste. Je vais essayer d'en parler ce soir. On est au Saint-Cyboire, pour ceux qui s'intéressent, avec les Pic-Bois. Ouais. Bon, tu vois, fait un beau lien. Ah, ben ça a servi à ça, hein. On continue avec... T'essaieras de leur faire l'amour tendrement. On continue avec... Ah, Nicolas, franchement, ta radio. On continue avec Sing ses boules de mon oncle Serge. Les monts brumeux, les verres secoués de fonds et de houle. Il existe un pays bleu où les femmes se font signer ses boules. Souvent après des spectacles ou pendant l'entracte, on se croirait comme par magie transporté dans ce pays. Tellement de filles se bousculent sans crainte du ridicule. Ils me disent en levant leur gilet: hey, est-ce que tu te laisses séparer? Les verres sont à l'air, l'encre coule. J'suis une vedette, bonne tapette, j'suis une table. Nos élèves, quand ils écrivent, font des fautes à tous les deux mots. Comprenez ces pauvres marmots, la feuille blanche c'est des motifs. Imaginez comment ils feraient ben moins de fautes de français si les profs leur faisaient faire l'antiquité sur eux. Oh yeah! Oh! Chaque ses fruits, dont le si, bon bout de rouge. Oh oui, ma grande, sont des glandes, c'est que c'est bol! Moi c'est Peter Paul, j'ai pas été longtemps à l'école, mais c'est pas grave, j'ai acheté une guitare, pis là je suis rendu un rockstar. C'est que le petit gars, écoute-moi bien, t'as pas de temps, tu me prends en main. Lance l'école en way de guise, va t'acheter une Ibanez. Si t'apprends des réformes, tu vas pouvoir faire la pièce. Être acclamé par les foules, t'es signé, c'est pas de boule. J'lève ma bière aux petites mères qui ont du fun. Vive la vie, vive l'amour qu'elle nous donne. Le soleil nuit pour celle qui se déboutonne. Le party rogne, le vin coule, j'sais que c'est vol. Si tu franchis des monts brumeux, les verres secoués de fonds et de houle, tu vas retomber au pays bleu où les femmes font du désir. Oui, c'est C'était la première piste du dernier album de mon oncle Serge. Il est fin, il a des beaux cheveux. Petite sonorité Motorhead là-dedans. Un peu, effectivement. T'aurais dû lui dire tantôt. Au lieu de parler des conservateurs, que ça n'avait pas rapport. Ah, ça n'a pas Elle a pas levé ce que c'est. Hey, boy. Non, il claque d'en face. Non, il était là, puis moi, ça me touche pas. Moi, ces coupures-là. Puis c'était comme le malaise en studio. Aïe, non, c'est vrai. Max. J'ai senti Maxos trembler. Je vais jeter mes albums de mon oncle Serge en arrivant chez nous. C'est parce que moi, je m'attendais à beaucoup mieux de ta part, honnêtement. Mais bon, mais t'as une chronique pour nous, par contre. Oui, c'est une chronique. Écoutez, oui, une chronique. Tout ça part, c'est plus une tranche de vie qu'une chronique, puis qui va peut-être amener une discussion de 2 minutes avec le temps qui reste. Il te reste exactement 7 minutes. Allons-y. Cette semaine, je suis chez nous en tant que bon chômeur sur Facebook, et là arrive ce vidéo-là. C'est écoute, je sais pas, ça doit être des Japonais qui ont fabriqué un robot qui a vraiment l'aspect d'un humain. C'est une femme asiatique, puis vraiment, les muscles sont identiques. Elle bouge, oui, les mouvements sont un peu saccadés, mais sinon, c'est très... Ça ressemble vraiment à un humain. Ça fait peur. Des yeux. Puis bon, étant donné tous les romans de science-fiction sur l'anticipation de ça, même les films qui ont été faits, j'en suis venu à me demander... On va pas parler de cyberpunk encore. Non. Okay, j'en suis venu à me demander, ça va paraître trash, mais la question que je me posais, c'était, mettons que ce robot-là est devant moi, je sais que c'est une machine, tu me donnes un gun puis tu me dis tire-y dans la tête. Déjà à ce niveau-là, c'est un robot qu'il parle pas nécessairement, il va dire ce que tu dis dans le micro à côté. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Là. Déjà là, j'aurais un malaise à tirer sur...
tirer sur un blender, j'en ai rien à foutre, mais déjà là, que ce robot-là ait la forme d'un humain, l'anthropomorphisme qu'on appelle. Tu tires sur des blenders souvent, d'ailleurs. Ouais, ça m'arrive très souvent. Très souvent. Puis déjà là, j'ai un problème. Puis là, je me disais, tu sais, mec qui décide justement d'implanter soit une intelligence artificielle, parce que ça va arriver, ou même un instinct de survie. Je me posais vraiment des questions là-dessus. Et là, je sais que toi, Nicolas, t'es un grand fan de cet univers-là. Et je me demandais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, déjà là, ça me faisait peur. Je te dis pas que j'ai fait dans mes pantalons, là, mais tu sais, déjà là, je me pose ces questions-là. J'avais un malaise par rapport à ça. Par rapport à ces émotions-là qui me sont sorties devant un robot, tu sais, qui est pas capable de parler par lui-même. Là. Alors, Nicolas, je me demandais. Nicolas, est-ce que tu tuerais quelqu'un? Un robot ou quelqu'un? Comme tu veux. Ça dépend. À ta guise. Si c'est lui ou moi, ça va être moi, admettons. C'est quelqu'un, ça? Ouais. C'est dégueulasse. Si c'est un robot, c'est lui ou moi, ça va être moi. Mais autrement robot, que ça... Mettons que t'as un robot là, qui te supplie de pas le tuer. De te sucer. Tu sais, c'est un robot, ça reste une machine, mais il te supplie de ne pas le tuer. Ben, je voudrais pas le tuer, s'il n'est pas une menace pour moi. Mais si c'est une menace... Je suis pas quelqu'un d'agressif. Si c'est une menace pas une menace, pour ton enfant. Mettons, on dit de le faire. Tu sais, Pour autant le fun, que non. brise un blender ou brise un robot. Le problème se poserait dans le livre de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep? Ouais, le Blade Runner. C'est ça, le Blade bon Runner. film, ça. Ben, Ouais. c'est ça. Ça arriverait effectivement qu'on aurait peut-être à tuer des robots. Ben moi, ce qui m'intéresserait plus, ça serait leur esclavage sexuel. Là. Ça serait plus, le robot me demanderait, s'il te plaît, tue-moi, je suis tanné de sucer des bites sans arrêt, puis d'être traité comme une... Puis il y aurait une espèce là, faut que tu le vides en plus. Ben, ça serait comme l'ultime objectivation d'un organisme humain là, pour des fins sexuelles. Là. Puis c'est tout le temps ça que le monde se dit. Je regardais les commentaires même sur la vidéo, puis moi, je sais ce que je ferais avec elle, en tout cas, elle ouvre la bouche, elle cligne les yeux. Connaissant mon bon ami l'être humain, là, je pense que d'ici pas long, on va fourrer des robots. C'est ça, je pense que ça serait, tu sais, on tue déjà du monde, puis on n'a pas trop de problème avec ça, fait que... Mais esclavager quelqu'un... On pourrait envoyer des robots se tuer services, entre eux à la guerre à la place. Puis en faire d'autres pour nous sucer en même temps, puis juste rester rester à la maison. Kill and suck. Être à la maison. Faut pas que tu commandes le mauvais robot, là. Ben, je sais pas, même ça, je lance des idées. On fait des blagues, mais en arrivant chez nous, je vais sur Amazon, j'écris Sucking Robot. Méchant futur, ils se battent entre eux, tu regardes ça à la TV en te faisant sucer par ton robot. En tout cas, moi, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Et eux autres, quand ils vont se révolter, là, ça sera pas beau. Je vais être le premier, ils vont me couper la tête tout de suite. Quelle visite! Ils vont me faire les sucer. Je suis pas capable de m'enlever cette image-là du futur de la Terre. Bon, donne-moi un robot qui me suce. C'est prêt d'enlever cette image. Avec toi qui regarde des robots s'entretuer. Pendant que je me fais sucer par un robot. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Mais est-ce que le robot aurait la forme d'un humain? Parce que c'est ça qui est bizarre. Parce que s'il a la forme d'un aiguise crayon, je sais pas. De quoi que, Julien? Tu vas accueillir dans mon cas, pogné dans un ascenseur. Ben, tu vois, ça serait peut-être bien ça, qu'il n'y ait pas une forme humaine. Ouais, ben c'est ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on tend autant à faire des robots qui ont la forme d'un humain? C'est comme ça ton point que tu l'as amené dans le fond, c'est ça? Non, ben là, on a eu une belle petite discussion, mais écoute, avoir eu... 1000 ans, on en aurait parlé pendant 1000 ans. Je pense que c'est le complexe de Dieu, ça, encore. Ouais. Faire à son image. Ouais. C'est très bizarre. Parce que ça, on peut se demander l'utilité d'avoir ce type de robot-là. Puis surtout qu'on sait que ça va arriver, l'étape de l'intelligence artificielle. Tu sais, ça va arriver. Fait qu'on devrait penser à ça tout de suite puis faire une tête de crabe. Sinon, on se ramasse dans Terminator. Là. Ouais. Mais c'est un bon film, ça. Terminator est à nos portes. Ouais, mais... Ben, le 2, là, pas le 3. Là. Pas le nouveau. Là. Même le 2, c'était meilleur. Je pense que c'est comme mieux vu de dire que le 1 était meilleur. Mais non, le 2. Non, c'est parce que le premier était temporellement plus correct. Voilà, ça avance en pied. Ouais, Nicolas. Ben là, c'était une boucle temporelle parfaite. L'autre, on est rendu dans Retour vers le futur. Là. Quoi? Oui, parce que ce qui cause les événements du film sont causés par les événements dans le passé. Ouais. Donc le futur cause le passé, boucle temporelle parfaite. On perd le fil, là. On perd le fil en masse en 10 secondes. Kill and suck. Ouais. C'est comme l'effet du présent est causé par le futur. J'aurais pas dû parler de robots, dans le fond. Si on faisait des robots comme avec 10 bras, genre... Il pourrait faire plein d'affaires. Ouais. Donc, je voulais ramener ça au sujet. Ben oui. Mais je pense qu'une poulpe robot, ça serait bien. Un robot poule. Poulpe. Elle pond des œufs en métal.
Non, poulpe. Je suis content, cette émission. Un poulpe. Ouais. Très intelligent, les poulpes. Un C'est robot très habile poulpe. aussi. Ça fait quoi une poulpe, anyway? Allez voir, Un tapez poulpe. expérience poulpe sur YouTube. Ah, ça va devenir dégueulasse. C'est effrayant. Expérience poulpe. Mais par hasard, un jour, Tapez ils expérience poulpe. C'est effrayant, les capacités cognitives à résoudre des problèmes. Ils sont C'est capables terrifiant. d'utiliser des outils. Les Ils peuvent poulpes, c'est le- déboucher un truc, ils peuvent comprendre des concepts complexes. Oh, C'est le un 43e poulpe. Ah, ça- animal le plus intelligent. Ça vient de me rappeler que je me fais arracher une dent après-demain. Ah oui? Par un robot. Par un robot. Imagine si les robots se mettent à nous arracher les dents. Ça va arriver, ça va arriver. Ouais, il y a des robots, ils arrivent, puis ils t'arrachent les dents. Puis là, t'as une bouche pas de dents, plein de sang, puis t'es comme, pourquoi t'as fait ça? Parce qu'ils voulaient des dents. Je sais pas. Et puis éventuellement, on va faire des robots avec des dents, éventuellement. Fait que merci tout le monde. C'était Décidéré avec mon oncle Serge. J'étais découragé. Oui. Ouais, mais bon. Non, je pense qu'on a eu un bon débat à la fin. On a bien terminé ça. Un gros merci à mon oncle Serge. J'allais acheter ça. Ça, c'est de la femme, 10e album. C'est très très bon pour de vrai. Je l'écoute en boucle depuis 3 jours. Et puis la dernière de la saison, la semaine prochaine. Je l'écoute en boucle temporelle. Ouais, qu'est-ce que tu dis, Nicolas? Oui, la dernière de la saison, la semaine prochaine. On le dit-tu? Ça va être l'équipe originale. Juste nous 4. Pas d'invité. Marianne va être là. Moi, je serai pas là. Non, pas Non. Maxime. Non, toi, t'es pas d'affaire là. Fait que ça va être bien fun. Non, merci beaucoup, Je Maxime. me sens d'être comme venu. un robot estique. Yes, qu'on jette au vidange. Dans AI. Là. Hein? Merci, Maxime, pour la belle chronique. Fait plaisir, Merci, mon gars. Nicolas, pour la belle chronique. Moi, en tout cas. Merci, Judith. Merci tout le monde.